Bonjour mes lycées co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Toulouse, au Forum de Toulouse. En fait, c'est la fin de la journée et on vient de passer une extraordinaire journée. Cyril, tu étais l'un des conférenciers. Enfin, il y a eu t'as eu un petit temps de parole qui était peut-être plus court. Ouais, on était deux en fait, pour 50 minutes au lieu de 1 pour 40. Ouais. Mais c'était bien quand même. Ouais. Alors, j'ai envie de discuter de plein de choses avec toi parce que tu es l'ex-directeur des Colibris, c'est ça, de la fondation Colibri que Pierre Rabhi et que de nombreuses personnes connaissent. Mais à un moment, récemment, je crois, il y a 1 an ou un peu plus, il y a eu un changement pour toi, un espèce de burn-out. Il y a plein de personnes qui traversent ça. Je sais qu'en ce moment, tu es en pleine création d'un magnifique film d'ailleurs, qui se fait financer grâce aux personnes, aux internautes et d'autres personnes. Donc il y a plein de nouveautés et tu es vraiment un de ces acteurs du nouveau monde. J'aimerais beaucoup que tu nous parles de ce que tu viens, de ce que tu as vécu en fait et pourquoi ça pouvait pas pu aller plus loin en fait que ça. Oui, donc j'ai fait un burn-out à l'été 2012, essentiellement parce que je faisais beaucoup trop de choses. En fait, j'avais donc créé Colibri avec Pierre et quelques autres personnes que je dirigeais. Dans le même temps, un peu plus tard, j'ai créé un magazine qui s'appelle Kaizen, dont je m'occupe toujours, une collection de livres chez Actes Sud, dont je m'occupe aussi. J'ai terminé un roman, j'écrivais le film que je suis en train de faire maintenant, et voilà. Et j'ai 2 enfants, une chérie, et donc j'ai explosé en vol. Ouais. Tu veux savoir pourquoi ? Non mais concrètement, enfin je veux dire pourquoi là tu viens de nous le décrire, mais qu'est-ce qui se passe dans ces moments ? Ça correspond à quoi un burn-out ? Quels sont les symptômes en fait d'un burn-out ? Écoute, moi ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à avoir des symptômes de façon récurrente, donc à la fois des palpitations, des vertiges, des crises d'angoisse, je rentrais le week-end, je m'effondrais en larmes, une espèce de sentiment que j'arriverai jamais au bout de ce que j'ai besoin de faire pendant la journée. Et puis une immense fatigue dont je n'arrivais jamais à récupérer, c'est-à-dire que je me réveillais plus fatigué le matin que je m'étais couché le soir. Et un jour, ça lâche en fait. C'est-à-dire que tu as l'impression que ton cerveau est dans une espèce de semoule, qu'il n'y a plus rien qui en sort et que ton corps ne veut plus continuer, il ne peut plus. La plupart des gens, ou facilement, on va chez le médecin, ils prescrivent des psychotropes, des choses pour un peu nous calmer, des antidépresseurs, etc. Comment toi, tu as vécu ça ? Quelle a été ta démarche ? J'ai été chez le médecin, effectivement, qui m'a arrêté déjà, et qui m'a proposé des antidépresseurs que je n'ai pas pris. Et non, j'ai recommencé une thérapie, donc j'ai fait une thérapie pendant 9 mois avec quelqu'un qui était vraiment super. Je me suis arrêté totalement pendant 2 mois et demi. Pour me retaper. Donc j'ai fait ce que je fais quand j'ai besoin de me régénérer, c'est-à-dire passer beaucoup de temps dans la nature, méditer, lire, écrire, et j'ai tâché de faire le point et de comprendre pourquoi j'en étais arrivé là. Ouais. Oui, parce que tu avais déjà les outils dans les mains, je suppose que tu étais déjà dans des conversations conscientes, tu avais déjà ce côté spirituel, on peut dire. J'ai fait beaucoup de démarches dans ma vie, de travail personnel, et quelques démarches qui avaient trait à la spiritualité, mais enfin, malheureusement, si ça suffisait pour qu'il nous arrive rien, ça se saurait. Oui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a les outils des fois, et puis qu'on se fait on est pris par la vie, on est entraîné dans une direction, on perd, on devient plus conscient. Non, mais c'est même pire que ça, c'est-à-dire que moi effectivement j'avais des outils et puis surtout je passais mon temps à répéter qu'il fallait ralentir, avoir une vie saine, trouver son équilibre, et puis pendant ce temps-là j'étais dans une espèce de suractivité frénétique. Donc il y a un moment où cette espèce d'incohérence-là elle est plus durable. Et l'idée du film, alors, il est né, ce film, ce documentaire que tu es en train de créer, mettre en place, l'idée est venue dans ce moment de quelque part de silence ou d'arrêt ou bien après ? Non, l'idée était déjà là fin 2010, juste après avoir fini un film que j'avais coproduit avec un film de Colin Serrault qui s'appelait Solutions locales pour un désordre global. Mais je trouvais absolument pas le temps, donc j'avais écrit des choses, mais je trouvais pas le temps de développer ce projet de façon plus importante. Et je me suis rendu compte pendant ce moment de bilan que j'avais une très très grosse frustration artistique. En fait, moi j'ai une formation artistique puisque j'étais comédien à l'origine. J'ai écrit depuis que j'ai 17 ans. Donc j'ai fait des études d'art dramatique, j'ai été comédien pendant quelques années. Et puis la vie m'a emmené ailleurs et j'ai pas pris soin de
Oui, de ce besoin d'expression qui est extrêmement fort chez moi. Et donc pour le compenser, comme je ne créais pas dans le champ qui était le plus important pour moi, je passais mon temps à créer des projets. Donc pour être quand même dans un acte créatif, mais donc un projet, 2 projets, 3 projets, 4 projets, puis après il faut s'en occuper. Donc à ce moment-là, j'ai réussi et puis la personne avec qui j'ai fait ce travail m'a aidé à faire le tri des choses qui étaient vraiment faites pour moi, qui me donnaient de l'énergie et qui ne m'en prenaient pas trop. Avec l'idée que quand on a vraiment de l'enthousiasme pour faire quelque chose, on devrait avoir autant d'énergie quand on a fini à le faire que quand on a commencé. Sinon plus. Sinon plus. Et les activités qui, au contraire, étaient une espèce de dépense d'énergie irrécupérable pour moi. Et notamment tout ce qui concernait la gestion de Colibri, qui était devenue une grosse structure, était effectivement quelque chose qui n'était pas pour moi. Donc je le faisais et j'arrivais à le faire, mais au prix d'une débauche d'énergie considérable. Parle-nous de ce que tu veux montrer dans ce nouveau film. Hein. C'est un film inspiré, là. Très inspiré. Je sais pas. Moi, ça fait longtemps en fait que je me dis que ça suffit absolument pas d'expliquer aux gens que la situation va très très mal, voire même de leur faire très peur, alors qu'effectivement elle va très très mal. Mais que ce qu'il y a de plus puissant pour transformer les êtres humains et leur donner l'énergie d'agir, c'est à la fois le désir, l'imagination et la fiction. On voit par exemple que raconter des histoires, à la fois c'est une fonction, c'est Nancy Houston qui dit que c'est une fonction de survie de l'être humain, qui a besoin de trouver du sens au fait qu'il est sur cette planète, et donc qui naturellement crée des fictions, crée des histoires, et que ces histoires deviennent plus ou moins collectives. Et la littérature a beaucoup joué cette fonction-là, le cinéma la joue énormément aujourd'hui, et je crois que nos esprits sont extrêmement conditionnés, sont remplis de ces fantasmes, de ces histoires, de ces images, qui nous ont conditionnés à construire la société telle qu'elle est. Et que si on veut avoir la force et l'énergie de construire une société totalement réinventée, on a besoin de créer ce nouvel imaginaire et que ce nouvel imaginaire soit porté au travers d'un nouveau récit. Et donc l'objectif du film, c'est de mettre bout à bout toutes les solutions qu'on connaît dans les grands domaines de la société, à la fois dans l'énergie, l'habitat, l'architecture, l'éducation, l'économie, la démocratie, et de faire comme les pièces d'un puzzle qui nous permettent de voir à quoi la société pourrait ressembler demain si vraiment on s'engageait dans une voie d'équilibre entre l'être humain et la nature. Et que, voyant ça, notre objectif en tout cas est que les spectateurs puissent se dire c'est dans ce monde-là que j'ai envie d'habiter. C'est un peu comme si on allait se faire construire une maison chez un architecte, on fait d'abord les plans de la maison et on rêve d'abord sur les plans en se disant ah bah oui on pourrait faire ça comme ça, etc. Et bien là c'est la même chose. D'une certaine façon on a besoin de faire les plans de la société dans laquelle on voudrait vivre demain et qui soit à la fois évidemment soutenable pour tous. Est-ce que ça t'a surpris d'avoir le gouvernement, hein, l'ancien gouvernement ou autre, te soutenir dans ce sens-là ? Oui, on a rencontré Philippe Martin, donc, qui était le ministre de l'écologie avant le remaniement ministériel, et qui nous a dit « Je cherche le moyen de mobiliser très largement en vue du sommet pour le sommet mondial sur le changement climatique à Paris en 2015. Et je cherche comment faire passer un message positif sur l'écologie et qui soit très mobilisateur. » Donc on lui a montré le teaser et il a même eu une certaine émotion en le voyant. Et il nous a proposé de pouvoir justement l'utiliser dans ce moment où la plupart des chefs d'État et de la presse et des militants de la plupart des pays du monde seront rassemblés pour créer ce moment de mobilisation. Et pour nous, c'est une occasion extraordinaire puisque je sais comment ces sommets se passent, pour en avoir moi-même organisé à une époque. Et il y a vraiment, vraiment besoin d'arriver justement avec une autre vision, avec des solutions dans cet espace qui est extrêmement cloisonné, refermé sur lui-même, pétri de verrous dans tous les sens. Et je pense que ça sera un outil, enfin j'espère en tout cas un outil extraordinaire aussi pour tous les citoyens qui seront là pour porter le changement. Donc ça, des projets comme ça peut pas être financé par le gouvernement, c'est vraiment financé par des individus. Tu passes par le crowdfunding, hein, donc c'est-à-dire lever des fonds de la part de personnes comme nous tous.
Ça marche. En fait, peut-être que ça pourrait être financé par les gouvernements. Ceci dit, l'objectif est d'avoir un film qui est totalement indépendant et un gouvernement qui finance un film, il a un droit de regard ensuite dessus. Et là, c'est pas l'objectif. L'objectif est de faire une liberté créative. Oui, enfin de faire une œuvre, même si c'est un bien grand mot, mais donc on a une part du financement qui vient des circuits traditionnels du cinéma, donc du distributeur, de l'éditeur vidéo, de la chaîne de télévision en clair et cryptée qui vont préacheter le film pour le diffuser sur leur antenne. Et on voudrait qu'une autre partie assez importante soit financée par des citoyens, par des gens comme toi et moi. En se disant, on va essayer de montrer des milliers de gens qui sont en train de changer le monde, et bien on voudrait que ce soit des milliers de gens qui financent ce film. Et donc on le fait sur un site qui s'appelle KissKissBankBank, et ça sera en ligne à partir du 26 mai. Parce qu'après, il y a un côté engagement aussi et un côté ambassadeur qui vient aussi avec le fait de donner ne serait-ce 5 euros, 20 euros pour soutenir un film. Il y a quelque chose qui se passe. Hein. Ah oui, en fait, c'est pas qu'une histoire de financement, c'est que ça crée une communauté qui ensuite va porter le film, va faire du bruit, va aller le voir en salle, va faire en sorte aussi que d'autres partenaires s'y intéressent en se disant mais s'il y a des milliers de personnes qui donnent de l'argent pour ce film, c'est qu'ils veulent le voir, donc c'est qu'il doit avoir un intérêt, donc on va se pencher dessus. Donc ça a de multiples vertus. Oui. Est-ce qu'il y a un petit dernier mot de la fin sur ta vision des choses, sur ce qui s'est passé aujourd'hui, sur ce changement? Peut-être un autre aspect que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui? Je pense que c'est un petit peu ce que je disais à la clôture de la journée, c'est-à-dire que je crois qu'on a vraiment besoin aujourd'hui que tout un mouvement qui est plutôt dans une recherche extrêmement spirituelle et un mouvement qui est dans un activisme social et de changement de la société puisse se rencontrer. Ce que je pense, c'est que c'est vraiment la conscience de l'humanité qui a besoin de changer. Et pour qu'elle change, il suffira pas de faire des actions. Il suffira pas de montrer des solutions, il suffira pas d'avoir des innovations aussi formidables soient-elles. On a aussi besoin que de façon comme un virus positif, c'est-à-dire qu'on se contamine les uns les autres d'une conscience nouvelle. Et ça, plus il y a de personnes qui vont être dans ces deux mouvements, c'est-à-dire dans une transformation personnelle et dans la mise en œuvre concrète dans leur vie de tous les jours de ce changement, plus ça sera justement communicatif et plus je pense qu'on aura une chance que le monde change. Déjà là, je pense que tu as inspiré plusieurs dizaines à passer à l'action dans leur vie. Donc merci pour ton témoignage. Merci d'avoir passé ce petit moment en fin de journée, après les trains, etc., les transports et tout, et la vie, tout simplement, pour diffuser ce message. Merci beaucoup, Cyril. Merci beaucoup. Et plein de gros bisous à vous, mes délicieux co-créateurs. On vous embrasse. Au revoir. Fin de bataille.